além para além das universidades, au-delà des universités, e, portanto, hoje temos uma conferência sobre as academias, que será apresentada pela doutora Maria Pia Donato, que é diretora de investigação no Nacional de Investigação Científica francês, trabalhando no Instituto de História Moderna e Contemporânea de Paris, associada à École Normale Supérieure de Paris. É doutorada em História da Europa pela Universidade de Bari. De resto, a doutora Maria Pia Donato é de origem italiana, apesar de trabalhar há muitos anos em França. Trabalhou precisamente como investigadora na Universidade de La Sapienza de Roma, e na Universidade de Basilicata. Foi depois professor entre 2004 e 2018 de História Moderna na Universidade de Cagliari e, portanto, mais recentemente, então, trabalha no CNRS com centro em Paris. Tem dedicado a sua investigação à história da ciência, da medicina e das academias europeias, nomeadamente das academias italianas. Por entre os seus trabalhos mais recentes, destaca-se a obra L'Archivio del Mondo, quando Napoleone confiscou a Storia, um livro publicado inicialmente em 2019 em Itália, que mais tarde foi traduzido para francês e publicado pela Presse Universitaire de la France. Tem também, por entre as suas obras de maior fulcro, a obra Medicine and Inquisition in the Early Modern World, uma publicação da Farnham Ashgate em 2019, e Southern Dead, Medicine and Religion in 18th Century Rome. Hoje vai apresentar-nos a conferência Académie, Université et les sciences en Italie, 17e siècle, 18e siècle, qui fait quoi et pourquoi. Alors, c'était le titre originel. J'ai vu, pendant que je lisais, j'ai vu que vous avez changé un petit peu. En Je fait, m'excuse. je garde le titre original, c'est juste que je me suis trompée quand j'ai fait le PowerPoint. Et bon, c'est un énorme plaisir pour nous vous avoir ici, une grande spécialiste pour l'histoire des académies. Et le temps maintenant est à vous. Je change seulement le microphone puisqu'ils ne font compris. Voilà. Voilà. Je peux allumer ça? Et oui, j'allume comme ça. Alors, merci beaucoup. C'est un énorme plaisir et un grand honneur d'être avec vous dans cette très belle salle, dans le stand. Et c'est un grand plaisir de voir et rencontrer les collègues ici et en ligne. Je m'excuse, je ne parle pas portugais, donc je ne peux pas faire la présentation en portugais. Je vais vous la faire dans mon très mauvais français, avec un très fort accent italien. Et vous me direz si vous voulez que tout simplement, vous me dites s'il faut répéter, changer, ralentir, etc. Alors, voilà. Les titres, ce n'est pas celui-là. En fait, je vais parler de sciences. Et alors, quand vous m'avez invité à participer à ce très beau séminaire que vous organisez, effectivement, je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre une thématique, celle du rapport entre les académies et les universités, qui est finalement un thème relativement sous-traité, malgré les faits. Hein, pourquoi ça ne marche pas? Ah, ok. Ah, c'est mieux, voilà, ok. Alors, malgré les faits, et votre séminaire en est la démonstration,
qu'il y a une grande effervescence de travaux sur à la fois les académies, mais surtout sur les universités à l'époque moderne. Et notamment sur la question des sciences à l'université à l'époque moderne. Il y a beaucoup de nouveaux travaux. Là, j'en ai mis trois juste à titre d'exemple. Alors, si vous permettez, à propos des académies, je voudrais faire un petit hommage à Daniel Roche, que je considère mon maître, et qui est disparu l'année dernière. Vous le savez peut-être. Alors, la problématique de fond de son livre fondateur, Le siècle des Lumières en Provence, et je pense que vous le connaissez en tant que spécialiste du XVIIIe siècle, était, enfin, son problème était comment étudier l'essor de la culture des Lumières sans la réduire à un phénomène purement intellectuel, ni au reflet de la réalité socio-économique. Et donc, analysant l'académisme en termes de pratique, il s'agissait pour lui de considérer l'académie. L'académie était à l'apparence un produit de l'Ancien Régime, une institution purement royale d'Ancien Régime, et de l'étudier dans un rapport dynamique avec les autres formes associatives dans lesquelles émergent des phénomènes nouveaux et novateurs de circulation et de cristallisation des identités collectives, y compris les identités sociales des hommes de science. Alors, un peu paradoxalement, pourtant, la leçon de Roche n'a été que assez partiellement retenue pour ce qui concerne l'étude des académies. Alors, par exemple, c'est un livre, ce livre de Caradon que j'ai lu là, est assez dans l'esprit de la leçon de Roche. Je suis parvenue j'ai mis mon livre parmi, disons, les imitateurs de Daniel Roche, mais si vous regardez un peu ce qui s'est fait assez récemment sur les académies, vous verrez qu'il y a toujours et encore une approche de type institutionnel dans lequel les académies sont comme des cadres auto-évidents de l'activité intellectuelle. C'est vraiment une approche assez classique au débat intellectuel qui ont lieu dans les académies. Même pour des livres très récents, en fait, hein, sur, par exemple, là, le livre sur l'Académie de Saint-Pétersbourg, un très bon livre, mais un livre très, très classique dans son alors, en histoire des sciences, surtout, l'approche institutionnelle domine et les questions classiques telles la professionnalisation des métiers de la science ou la communication savante et la circulation des informations, des découvertes scientifiques continuent tant bien que mal de façonner la recherche. Alors, il y a plusieurs raisons que l'on pourrait évoquer pour expliquer cela. Pardon. Et une concerne les cadres d'analyse. Parce que l'une des spécificités de la France du XVIIIe siècle qu'avait étudié Daniel Roche était sa relative uniformité et unité. Relative, mais quand même assez marquée. Euh, et cela lui avait permis d'utiliser les académies comme une sorte de charpente, comme une sorte de squelette pour étudier les phénomènes culturels au cours du siècle des Lumières. Et alors, par contre, dans des contextes
beaucoup plus fragmentées, telles l'Italie, l'ère germanique, l'Espagne, hein, même. Euh, euh, L'échelle d'analyse reste forcément le cadre urbain et notamment pour les sciences, une approche supranationale, c'est-à-dire que les académies sont de manière plus ou moins explicite traitées comme des nœuds d'un réseau scientifique international qui se met en place et donne naissance à la science moderne. OK? Alors, euh, du coup, l'historiographie reste relativement sourde aux problématiques d'histoire sociale de la culture et cela inclut, à mon avis, l'effet il n'y a pas assez d'attention aux dynamiques qui se jouent entre les universités et les académies. C'est-à-dire que les historiographies, les tendances de recherche restent, après tout, assez séparées. Hein? Il y a les historiens des universités et les historiens des académies, et les deux, parfois, ne communiquent pas assez. Alors, et donc, je viens à l'Italie. Ça, c'est juste pour vous donner pour rappel. L'Italie est par définition un contexte très fragmenté où il y a plusieurs unités politiques et surtout où il y a plusieurs universités de grand renom. Parfois, dans un même État, il y a plusieurs universités. Hein, et en même temps, chaque ville, même les plus petites villes, a son académie, voire plusieurs académies, hein, tout au long de l'époque moderne. Et donc, aujourd'hui, même si on n'a pas trop le temps, on va juste effleurer les questions, juste faire un panorama général. Je voudrais essayer de, d'explorer la réalité de ces villes et des relations entre académie et université dans des contextes différents. Et je me concentrerai sur les académies, disons, scientifiques. Alors, on pourrait discuter longuement qu'est-ce que c'est qu'une activité, une académie scientifique. Et j'ai beaucoup hésité parce que j'ai pensé au début m'occuper d'érudition et d'histoire, vu votre tradition, mais après j'ai pensé que c'était peut-être plus intéressant de parler de sciences. Disons que c'est les académies qui dévouent une grande partie de leur activité à la philosophie naturelle. Hein, ça serait trop compliqué d'aller plus loin dans la définition. Et alors, comme nous le verrons, si certaines caractéristiques structurelles sont communes à la péninsule italienne et comportent des fragilités, ce qui a été souvent mis en avant par les historiens ont toujours souligné la différence entre les contextes italiens et les grandes académies royales des grands pays. C'est même un thème récurrent, structurant de l'historiographie sur les académies dès le 19e siècle. En fait, je pense qu'il faut regarder des dynamiques locales qui sont beaucoup plus complexes et, euh, et en fait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, y compris le rôle et la place des universités. Et pour faire ça, je vais parler de deux villes qui appartiennent au même État, donc aux États du pape, Bologne et Rome, parce que souvent l'historiographie sur les académies a mis l'accent sur le rôle de l'État. Or, c'est pas exactement, ça ne suffit pas.
Et donc, je vais parler de ces deux villes parce que ils appartiennent justement à la même, au même État. Alors, pour commencer, non, alors ça, je vais essayer d'abréger, mais disons, j'ai parlé du fait qu'il y a des centaines d'académies en Italie à l'époque moderne. Pour la plupart, c'est une forme de loisir lettré pour les élites urbaines, et ces élites urbaines comprennent, bien évidemment, ce qu'on peut appeler les professions à toge, donc les avocats, les magistrats, les médecins, donc des groupes professionnels qui ont beaucoup de liens avec la culture universitaire. Et, mais il faut aussi rappeler, nous revenons sur ça, que en Italie, comme en Espagne et comme au Portugal avant les réformes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les réformes régaliennes de la fin du XVIIIe siècle, certaines disciplines, et notamment la philosophie et la théologie, restent entre les mains des réguliers, des moines, et que notamment certains ordres mendiants n'ont pas le droit de fréquenter, de s'associer à des lieux de mondalité, comme c'est finalement l'académie. Okay? Donc déjà, ça c'est une caractéristique majeure des pays catholiques. Alors, et vous savez aussi mieux que moi que dans les universités même, il existe des académies qui sont en fait des moments pour former les étudiants à la dispute et, notamment pour la médecine, il y en a de nombreuses académies, et notamment à la fin du XVIIe siècle, parce que l'égalinisme est en train de collapser, et donc ces académies sont à la fois des lieux de formation pour les étudiants, mais c'est aussi des lieux d'innovation intellectuelle dans lesquels les nouvelles théories sont débattues, etc. Et qu'il y a un changement. Alors, plus en général, au cours du XVIIe siècle, comme vous le savez, les sciences de la nature deviennent un enjeu important pour la captation de l'autorité et n'échappent pas à une politique de prestige qui change désormais d'échelle. Et là, je vous ai mis juste quelques images de l'Accademia del Cimento, qui effectivement est une académie qui jouit de la protection des grands-ducs de Toscane, mais à la même époque, d'autres académies prennent forme dans différentes villes, à Rome, à Naples, à Venise, à Messine, à Sienne, à Bologne, un peu partout en Italie, en fait. Et ces académies sont souvent adossées à l'université, mais elles évoluent rarement dans des institutions permanentes. Alors, et ça, c'est sans doute le cas de Rome, où effectivement la sociabilité académique est plutôt une sociabilité qui sert à introduire les jeunes à la vie de cour, à l'église, et c'est plutôt un lieu où les factions qui sont présentes à la cour et dans l'église ont comme une espèce de face publique pour discuter de théories, d'idées, etc. Alors, bien évidemment, le fait que le pape soit élu, et donc le caractère électif de la monarchie pontificale fragilise un peu toute initiative de ce genre. Et, et à Rome aussi, il faut dire, il y a des académies
euh, universitaire. J'aurais pu vous faire plein d'exemples, mais on n'a pas le temps. Mais il faut aussi souligner qu'à Rome, la Sapienza, donc l'université, n'est pas la seule, ni à certains égards la plus importante des éducations, des institutions éducatives. Parce que il y a le collège romain, les jésuites, bien sûr, mais il y a aussi les studia de tous les ordres religieux, où les bons élèves de tous les ordres religieux vont perfectionner les études. Il y a les collèges de propaganda fide à partir des années 30 du XVIIe siècle. Il y a les collèges nationaux pour la formation des prêtres. Donc, c'est un panorama très, très fragmenté, même à l'intérieur de la ville. L'université n'a pas le rôle ne domine pas ce panorama d'institutions de formation. Okay? Et, et d'ailleurs, et ça, je reviens sur la question des religieux, à Rome, comme je viens de le dire, dans d'autres villes en Italie, la philosophie et les arts. Alors, d'abord, les arts n'ont pas de collège, okay, parce que de collège professionnel, parce que c'est le mos italicus, les arts sont une espèce de pré-faculté. Ce qui domine, c'est les juristes et les médecins. Hein, mais les arts, euh, elles sont beaucoup moins importantes. C'est la différence avec les modèles anglais, les modèles parisiens. La théologie, la faculté de théologie est la faculté la plus importante. Euh, euh, et, euh, et donc, euh, puisque c'est des postes assez mal payés, et c'est dominé par les ordres religieux, notamment par les médias, et ça explique aussi le fait qu'il soit regardé avec une certaine euh, hauteur, un certain mépris, parce que en général, les hommes qui viennent, qui sont dans les ordres médians, viennent d'un milieu social qui est inférieur au milieu social de la prélature, donc des prélats de cour. Et il y a donc une sorte de tension permanente entre ce monde à l'intérieur de l'Église, mais qui ce ne sont pas des mondes homogènes. Okay. Et cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, de porosités, non, bien sûr que non, parce que chacun appartient à des cercles pardon, contigus, donc les hommes peuvent appartenir à différents milieux et à différents cercles. Et c'est le cas, par exemple, là je vous ai mis juste pour rappel, alors, de la plus célèbre de ces académies romaines de sciences, l'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei, c'est typiquement un cas dans lequel euh, c'est un milieu de cours qui a relativement peu de relations avec le monde de l'université. Okay. Et en effet, euh, euh, alors, Federico Cesi, le fondateur, c'est un homme de la grande noblesse. Et parmi les membres, vous avez des gens qui sont soit des prélats, soit des poètes, des intellectuels. Vous avez aussi beaucoup de médecins, mais plutôt des médecins qui gravitent autour du Vatican, donc plutôt autour de la cour. Par exemple, Johannes Faber, c'est un Allemand qui est le directeur de l'ordre du jardin botanique du Vatican et il est médecin à l'hôpital du Saint-Esprit. Mais bien évidemment, vous avez aussi des savants étrangers, Galilée, ça c'est
archi connu, della Porta, des Napolitains comme Perse, de la Porte, etc. Bien évidemment, les Lincei s'engagent, en plus, les Lincei s'engagent dans un programme qui met en avant la distance avec la culture scolastique et ils s'engagent dans la lutte pour la défense de Galilée. Euh, ils multiplient les efforts, les sorties en appui à la nouvelle science, ce qui effectivement les met en difficulté après la condamnation de Galilée. C'est une histoire que vous connaissez. Je la rappelle juste pour dire que, après tout, ce qui condamne vraiment les Michel et fait fermer l'académie est que, à la mort de Federico Cesi, personne ne veut assurer les rôles de protecteur, et notamment pas le cardinal neveu Francesco Barberini, parce que dans la nature du gouvernement de Rome, qui est multicentrique, protéger une académie n'est pas vraiment dans la nature polycentrique du pouvoir pontifical. Et donc, il faut attendre la fin du 18e siècle. Hein? Ah, bon, la slide, je ne sais pas pourquoi il a changé l'orientation du titre. Alors, par exemple, c'est en fait, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour voir émerger à nouveau la volonté de concilier les sciences et la religion. Et donc, vous avez beaucoup d'académies qui se forment à cette époque. Et bien évidemment, il y a aussi la considération du fait qu'il faut faire comme les autres grandes villes, comme les autres grandes capitales. Et donc, l'exemple de Florence, de Paris, de Londres contribuent à alimenter cette volonté de recréer les académies. Alors là, par exemple, donc, cette académie, vous ne le voyez pas parce que le PowerPoint a changé l'orientation du titre, mais en fait, c'est cette académie qui s'appelle l'Accademia Fisico-Matematica euh, en 1677. Et en fait, c'est une académie qui est protégé par un prélat, Giovanni Ciampini, et qui a l'ambition disons, de rivaliser avec les académies dans d'autres villes. Et là, vous verrez que là aussi, vous avez un peu de tout dans ces académies, parce que le protecteur est un prélat qui s'appelle Giovanni Giustino Ciampini. Pardon. Il est surtout un, un expert d'antiquité chrétienne et d'histoire, mais il est aussi un curieux de la nature et il est entouré un peu de tout. Hein. Alors, il y a des savants, des ecclésiastiques érudits, il y a des avocats, il y a des amateurs de sciences, mais il y a aussi des inventeurs d'instruments, il y a des astronomes, des professeurs de mathématiques, des professeurs de médecine, il y a un peu de tout. Et il y a aussi, à cette époque d'ailleurs, c'est un peu un renouveau général qui touche aussi à la sapienza. Il y a un engouement pour les sciences modernes, une volonté de renouveler le contenu des enseignements. Et donc, à cette même époque, vous avez aussi plein d'autres petites académies. Par exemple, vous avez cette académie qui s'appelle il Congresso Medico Romano. C'est une académie universitaire promue par les professeurs de médecine pratique Girolamo Savola, mais qui accueille un peu
des médecins de tout âge, de toute orientation intellectuelle, et beaucoup de professeurs de la Sapienza ou de jeunes qui se sont déjà mis dans la carrière et qui seront titulaires d'une chaire universitaire dans les années à venir. Alors, bien évidemment, la composition très plurielle de ces académies se traduit une activité hétérogène. Par exemple, chez Ciampini, à l'Accademia Fisico-Matematica, on a un peu de tout. On a les observations astronomiques, on a les inventions, on a les remèdes. Ciampini lui-même s'intéresse à la chimie. Donc, vous avez vraiment un peu n'importe quel, enfin, c'est une culture un peu encyclopédique. Et au Congresso Medico, vous avez surtout des questions de thérapeutique, donc de médecine pratique, mais là aussi, vous avez un peu ceux qui préfèrent la chimie, ceux qui préfèrent la philosophie mécaniste, vous avez un peu de tout. OK? Alors, moi, je voudrais souligner que cette caractéristique n'est pas romaine, parce que toutes les académies scientifiques de cette époque, et même au-delà, n'ont pas vocation à trancher. Okay? C'est plutôt vocation à offrir une arène de discussion et de confrontation. Vous avez toute une littérature assez récente, des dernières décennies, sur la Royal Society, sur l'Académie des sciences, qui montre exactement cela. Okay? C'est vraiment une arène. Mais ce qui nous intéresse de remarquer, c'est que si on regarde de près, on voit très bien qu'il y a une circulation assez marquée des thématiques qui sont traitées dans les académies et avec le contenu des enseignements à la Sapienza, al Collegio Romano et dans d'autres lieux de formation. Là, je vous ai mis, ça c'est Esquinardi et Antonio Baldigiani au milieu, donc deux jésuites, bien évidemment, ils défendent l'héritage d'Aristote, mais ils se confrontent, et c'est très intéressant parce que les académies fournissent une espèce de légitimation sociale à ces hommes de science que, comme je vous disais, les académies donnent un plus de visibilité et de légitimation sociale à ces enseignants que, comme je vous disais, globalement, ne sont pas à la pointe de la société, de la hiérarchie sociale. Hein. Donc, les académies servent aussi à décloisonner les milieux et à donner de la visibilité aux thématiques de philosophiques et scientifiques du moment. OK? Alors, et ça c'est le cas à Rome, mais c'est aussi le cas à Bologne. Et là, je vais me tourner. Combien de temps je parlais déjà, Claude? Pas vite. Bon, alors, je vais vite, je vais couper un peu. Euh, alors, Bologne, c'est un cas tout à fait différent parce que l'université, c'est une ville riche, une ville euh, importante, la deuxième ville des États-Unis, mais c'est une ville sans cour, sans la cour, et c'est une ville où l'université domine un peu la vie locale et, et même si ça Maria Teresa le sait mieux que moi, mais en général, la Bologne suit un peu l'évolution de certaines universités, notamment en Italie au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, il y a un peu de
crise dans le recrutement des professeurs, dans le recrutement des étudiants, mais n'empêche que ça reste un pôle très important avec des conditions très propices parce que il y a à la fois des conditions très propices pour l'étude de la médecine en lien avec les hôpitaux locaux. Il y a un milieu très propice pour l'étude des mathématiques mixtes à cause des exigences du territoire, la gestion des eaux, la gestion des rivières, etc. Ce qui explique pourquoi à l'Université de Bologne, il y a quand même une tradition de professeurs laïcs dans beaucoup de ces disciplines. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a beaucoup d'académies qui sont, d'une manière ou d'une autre, reliées à l'université. L'initiative est presque toujours des professeurs des universités. Parfois, c'est l'initiative des étudiants, mais c'est, enfin, les pôles d'attraction, c'est à Rome, c'est la cour, à Bologne, c'est vraiment l'université. Okay? Et là, je vous ai juste mis des, des exemples. Je vais passer vite parce que je n'ai pas le temps. OK? Alors, juste une chose, ce n'est pas, c'est utile de rappeler qu'à Bologne, la noblesse locale ne daigne pas faire ses études à l'université. En général, après les années de collège ailleurs, mais il y a quand même un soutien important de la noblesse locale et je vais retourner sur cet aspect. Alors, et c'est encore une fois, là je vais accélérer, c'est précisément dans ce milieu que se forme, par exemple, l'académie qui a été très étudiée, l'Accademia delle Olimpiadi. C'est une académie, Marta Cavazza l'a très bien démontré, qui à l'origine, a ses origines dans les milieux de médecins de la chaire d'anatomie, donc qui se voient régulièrement pour faire les anatomies, pour discuter les anatomies, et avec les professeurs, finalement, vous avez cette académie qui se donne un programme tout à fait expérimental et la très grande majorité des académiciens sont, d'une manière ou d'une autre, liés à l'université. Okay? Et ou bien continuent de graviter autour de l'université. Alors, et en fait, c'est finalement, au début, c'est les médecins, c'est un médecin, Giacomo Sandri, qui abrite cette académie, mais en 1705, l'académie passe dans la maison du comte Luigi Ferdinando Marsili, qui est un diplomate, un militaire, un de ces nobles amateurs d'art qui avait fait, de manière informelle, mais quand même, qui avait fait ses études à l'université de Bologne, qui était resté toujours un amateur de sciences, et qui, en fait, invente une nouvelle vie dans les mécénats de sciences parce que sa carrière militaire et diplomatique est finie de manière malheureuse. Je vous passe les détails, mais il est rétrogradé. Bref. Finalement, Marcille, ça c'est des choses très connues que je me limite juste à rappeler, Marcille lègue toute sa fortune à la fondation d'une académie d'institution et d'un institut de la recherche qui continue à recruter ses membres dans la majorité écrasante parmi les facultés, enfin, parmi les membres, les personnels des universités. Alors, par contre, de, ou bien, si c'est pas l'université de Bologne, c'est les universités voisines,
Padoue, etc. Et les membres viennent d'un milieu décidément universitaire. Et je vais conclure. Alors, rien de semblable se passe. Alors, Clément XI, le pape que vous voyez là sur cette slide, accepte de transformer l'Académie et l'Institut de la Sciences dans le cadre d'une politique, le mécénat de la culture et des sciences. Par contre, rien de ce genre ne se passe à Rome, même sous Benoît XIV, donc pape d'Albertine au milieu du XVIIIe siècle, qui est pourtant un grand mécénat de sciences et qui non seulement procède à la réforme de l'Institut de Sciences et avec il dote l'Institut des sciences de pension, et donc il y a des académiciens qui deviennent pensionnaires, et les liens entre l'université et l'Institut se renforcent ultérieurement parce que les académiciens doivent publier et donner des cours et des démonstrations à l'Institut, en plus de leurs cours ordinaires à l'université. Donc, le lien se fait structurel entre les deux institutions. À Rome, aussi, il veut fonder des académies, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fonde des académies d'érudition sacrée et profane, avec l'idée qu'il faut former les jeunes prélats, les jeunes ecclésiastiques à la controverse, et du coup, on retombe encore une fois sur cette polarité cour, église, université de l'autre côté. Alors, je saute, vous l'arrivez à mes conclusions. Alors, juste vous rappeler, vous savez qu'au milieu du XVIIIe siècle, les mouvements académiques connaissent un grand essor et qu'il y a la fondation de beaucoup de nouvelles académies, à la fois d'académies privées, de sociétés privées ou d'académies promues par les gouvernements en général dans les villes capitales, euh, Lisbonne par exemple. Mais c'est un peu partout. Parfois, des académies privées peuvent devenir des académies officielles, par exemple à Turin. Et à Turin, l'Académie des sciences suit un peu, pour ce qui est de la branche des sciences, suit un peu le modèle bologais parce qu'au fond, c'est une académie qui est adossée complètement à l'université. Et donc, à Rome aussi, comme je viens de vous dire, Benoît XIV modernise les enseignements de sciences et de médecine à l'université, mais vous n'aurez jamais une académie scientifique au contraire de ce qui se passe à Bologne. Alors, voilà, j'ai fini. Je dis juste deux mots pour conclure sur la méthodologie. Alors, bien évidemment, l'historiographie sur les académies scientifiques a donné beaucoup de fruits. Nous avons désormais, depuis longtemps même, les lignes générales de tendance de l'évolution, de trajectoire, de la professionnalisation via les académies des hommes de sciences. Ces grandes lignes, elles sont indiscutables d'une certaine manière. C'est pas comme si on allait tout changer dans l'interprétation générale du mouvement académique au XVIIIe siècle. Mais je crois que pour avancer, désormais, il faut changer un peu d'approche, avoir une approche que je dirais, je définirais un peu plus écologique, c'est-à-dire qui regarde un peu plus finement les interactions des différentes institutions, la circulation, la sociologie
la circulation des hommes, des pratiques d'enseignement, parce que même si on a beaucoup fait pour reprendre la question de l'enseignement à l'époque moderne, des pratiques des enseignements, des dotations, etc., il nous manque encore un peu cette analyse des échanges entre différentes institutions et notamment entre académie et université pour ce qui est du 17e et surtout la première moitié du 18e siècle. Il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup et désolé d'avoir fait un peu plus long. Merci. Merci, Madame Maria Pia Donato, pour votre conférence, pour cette vision assez écologique aussi du rapport entre les universités et les académies. C'est tout à fait un scénario complètement différent de celui que nous avons ici plus à l'ouest de l'Europe. Alors, c'est vraiment étonnant toujours penser à l'univers intellectuel de l'Italie avec la multiplicité des institutions de sciences et d'enseignement que vous avez. Alors, euh, pendant que l'audience prenne le temps de penser aux questions, nous demandons encore l'attention pour écouter la professeure Isabel Ferreira da Mota, que je présenterai maintenant encore en portugais, mais elle est à sa maison, alors chez soi, alors c'est pas bon. Et vous avez déjà fait sa connaissance aussi, alors. Então, a senhora professora a doutora Isabel Ferreira da Mota, que, como eu dizia, está em sua casa, portanto não precisaria de muitas apresentações, mas cumpre-me fazê-lo. É doutorada em História pela Universidade de Coimbra, na faculdade em que exerce funções docentes, como tendo sido professora minha professora e também muitos dos presentes, com certeza. Autora de vários estudos no âmbito da história cultural e política e recebeu, inclusivamente em 2004, o Prémio Fundação Carlos de Gulbenkian em História Moderna e Contemporânea, atribuído à sua obra Academia Real da História, os Intelectuais, o Poder Cultural e o Poder Monárquico no século XVIII. Em 2019, juntamente com Carla Henrique Spantigati, coordenou a obra Tanto ela assume novidade al fianco, Lisboa, Turim e o intercâmbio cultural do século das luzes à Europa pós-napoleónica. É investigadora integrada no Centro de História da Sociedade e da Cultura, colaboradora do Centro do 620 e diretora da Revista de História das Ideias, assim como académica correspondente da Academia Portuguesa da História. Hoje está no seu papel de comentadora à conferência que acabamos de ouvir, mas a doutora Isabel Ferreira da Mota é também um dos elementos da comissão organizadora deste seminário Universidades, Redes e Identidades. A palavra é sua. Alors, j'aimerais commencer par saluer la professeure Maria-Amélia Kempf, la modératrice de cette table, et la professeure Maria Pia Donato, l'oratrice. Je voudrais également saluer toutes les personnes présentes, collègues, étudiants et autres participants. Je remercie tout particulièrement les autres membres de l'organisation du séminaire Université, Réseau et Identité qui m'ont confié le commentaire scientifique de cette conférence que je suis très honorée de recevoir.
Enfin, je tiens à remercier le Centre d'histoire de la société et de la culture qui nous offre la possibilité et la continuité de ce séminaire avec toute la richesse scientifique qu'il a démontrée. Je suis très reconnaissante à la professeure Maria-Pia Donat pour l'excellente conférence qu'elle vient de donner et que j'ai écoutée avec beaucoup de plaisir et de profit. Ses réflexions sur ce sujet et les informations qu'elle nous a données lors de la conférence sont importantes pour tous ceux qui, comme moi, travaillent avec les universités, le monde académique et la sociabilité. La professeure Maria Pia Donato a adopté comme méthodologie l'étude des réseaux d'institutions dans une approche transdisciplinaire et dans le cadre du contexte social et politique. Elle a commencé par expliquer les principales caractéristiques de la sociabilité académique en Italie à partir de la Renaissance, dont les principales occupations étaient la poésie et l'art oratoire, en soulignant qu'il y avait un certain chevauchement avec les universités et ou la cour, selon le contexte. Puisqu'en Italie comme au Portugal et en Espagne, l'enseignement supérieur de la philosophie était généralement entre les mains des religieux, les académiciens, de ce point de vue, selon l'oratrice, avaient raison de se considérer comme une alternative aux facultés. Elle a également souligné qu'au sein même des universités, il existe des académies qui préparent les étudiants à la dispute. Elle poursuit ensuite son analyse en notant que lentement, au cours du XVIIe siècle, les sciences deviennent un outil essentiel de captation de l'autorité et ne s'arrêtent pas au processus d'institutionnalisation académique, les souverains répondant à la demande de patronage formulée par les courriers de la nature regroupés dans des cercles académiques. En Italie, des académies de philosophie naturelle ont vu le jour dans plusieurs villes. L'oratrice choisit ensuite comme étude de cas une académie physico-mathématique à Rome, ainsi que deux académies de médecine. Elle oppose ensuite le contexte de Bologne, où elle privilégie le cas de l'Académie des Inquiétudes. Au vu du panorama ainsi tracé, il m'a semblé que le commentaire le plus fructueux que je puisse apporter serait une brève description de ce qui, dans la même chronologie et dans le contexte social et politique portugais, se passait dans la configuration d'une sociabilité savante, également fortement marquée par les académies, l'université et les relations complexes entre ces deux types d'institutions, afin de mettre en évidence ce qui me semble être des parallèles notables avec ce qu'a dit la professeure Maria Pia Donato. Cette brève caractérisation comparative servira ensuite de base à des questions portant précisément sur les similitudes et les différences potentielles entre les deux contextes, qui, je l'espère, pourront contribuer à lancer et dynamiser le débat plus large que ce séminaire est censé promouvoir. Les académies du Portugal au XVIIe siècle se consacrent, à l'instar des académies de la péninsule italienne,
dont les académiciens portugais connaissaient déjà la production en 1665, principalement à la littérature, à la poésie et à l'art oratoire, mais aussi à divers aspects de l'érudition contemporaine. Il s'agit de rencontres de convivialité lettrée où se rejoignent la noblesse et le clergé, mais aussi les médecins et les professeurs, les juristes et les magistrats, et même parfois des métiers parmi les plus prestigieux. Cela signifie qu'au Portugal aussi, il y a un chevauchement entre les académies et l'université de Coimbra. Les académies des années 1660-1670 étaient nombreuses à Lisbonne et plusieurs académiciens ont fréquenté l'université de Coimbra dans ces années-là, notamment en droit canonique, en droit civil et en théologie, comme c'est le cas de l'Académie du Singular. Dans le cas du Singular, l'inspiration déclarée dans leurs publications collectives provient des académies de Pavie, Sienne, Ferrare, Padoue et Venise. C'est toutefois de l'Académie de Généreuse, une académie composée d'érudits issus des groupes sociaux supérieurs très proches de la cour royale, que sortent, selon un périodique de l'époque, les sujets bienveillants pour tous les postes les plus élevés de la monarchie. Il faut cependant noter que cette académie comprend des membres d'autres académies moins prestigieuses socialement, des membres qui sont des maillons d'interconnexion. Il y a donc plusieurs académies à Lisbonne et dans la province, et entre elles, un chevauchement d'académiciens qui participent à plus d'une, formant des réseaux d'individus et d'institutions. C'est le cas dans la même décennie, 1660-1670, d'une académie provinciale établie à Santarém. Si son protecteur est un noble local, elle est également fréquentée par des docteurs de l'université de Coimbra, le provedor et le corregedor de la même région, et son premier président est un noble titré et courtisan, le comte d'Ericeira. Les académies parrainées par le comte d'Ericeira, dont la première a vu le jour 1696 et a été rebaptisée Académie portugaise en 1717, était un centre d'intérêt pour les nouvelles connaissances et les sciences expérimentales. L'Académie portugaise et son mécène, selon la Gazette de Lisbonne, voulaient tourner les cœurs vers les sciences en les débarrassant des spéculations inutiles, en organisant des réunions avec des dissertations mathématiques et même en incluant des expériences de physique. Parmi les savants et les courtisans, l'Académie portugaise compte un professeur de droit civil, de l'Université de Coimbra. L'Académie des Anonymes, également fréquentée par le comte, comprend aussi parmi ses membres un professeur de droit canonique. L'appartenance à ces académies s'ajoute aussi à la stratégie de consolidation sociale initiée à l'Université de Coimbra, et par ce moyen, ces hommes de lettres atteignent le sommet du cursus honorum, l'entrée à l'Académie royale. Mais à Coimbra aussi,
une pluralité de collèges s'articulaient où l'on donnait des cours, où les différents cercles se réunissaient, et dans cette ville, comme dans d'autres villes universitaires européennes, des académies encore plus formelles s'établissaient. Ces cercles, moins soumis au contrôle de l'université, étaient parfois des espaces de critique et de conflictualité. L'Académie française, l'Académie royale espagnole, l'Académie des sciences de Paris, la Royal Society, tous sont nés d'une initiative privée et ont ensuite reçu la protection royale, travaillant à la glorification des monarques et de leurs monarchies respectives. Toutes ces académies étaient bien connues des cercles savants de Lisbonne. Et comme dans les exemples précédents, l'Académie royale d'histoire portugaise sera issue d'une initiative privée. En 1720, l'Académie royale d'histoire est apparue comme une institution officielle au confluent de deux intérêts urgents. D'une part, renforcer la position géopolitique du royaume et de l'Empire dans l'équilibre des pouvoirs en Europe, et d'autre part, renforcer et affirmer la souveraineté royale dans le pays et en Europe. En ce sens, l'Académie a servi de base doctrinale au gouvernement du roi Jean V et en même temps a intégré et dominé sa politique scientifique. Manuel de Campos, jésuite et mathématicien, qu'enseignait dans l'aula des sphères du Collège des Jésuites, et Manuel Azevedo Fortes, ingénieur en chef du royaume, académiciens choisis dès le départ, furent désignés pour s'occuper des sujets géographiques. D'Italie, sous la direction de Manuel de Campos, les prêtres mathématiciens Carbone et Capassi sont venus cartographier le Brésil après avoir acquis la formation de l'expérience nécessaire au Portugal. Les instruments scientifiques de précision pour l'Observatoire astronomique de Lisbonne provenaient également de divers pays européens. L'histoire en tant que discipline et l'académie en tant qu'institution telle que perçue par l'élite académique accueille et implique ces différentes disciplines scientifiques: mathématiques, astronomie, cartographie et histoire. L'objectif politique était le même et était soutenu par la constitution d'une bibliothèque royale dont les bibliothécaires étaient des académiciens. Mais le roi Jean V et son gouvernement ont également voulu inclure l'université de Coimbra dans cette politique scientifique, créant ainsi un champ culturel renouvelé. Le programme de modernisation des bibliothèques incluait également la bibliothèque universitaire, bibliothèque journine, et des instruments mathématiques et astronomiques furent également envoyés à Coimbra afin d'être utilisés pour des observations depuis la nouvelle tour de l'université. Les commandes et les circuits associés se sont répandus dans toute l'Europe en s'appuyant sur différents réseaux de savants et d'ambassadeurs dans le cadre d'un mouvement transnational. Bien que la position corporative et officielle de l'université soit traditionnelle et aristotélicienne et même résistante aux directives royales,
ce qui se voit dans son refus de recevoir des livres de philosophie et de médecine des systèmes philosophiques modernes envoyés par le roi, il y avait des professeurs à Coimbra qui connaissaient et enseignaient ces mêmes systèmes philosophiques modernes. Même dans la sphère privée, qui comprenait des cercles informels et des académies, les doctrines et les méthodes de Descartes, Gassendi et Newton étaient discutés à Coimbra. Les points de vue n'étaient pas unanimes, y compris en ce qui concerne les théories politiques, tandis que certains membres de l'Académie royale, ayant reçu une formation universitaire et entretenant des liens étroits avec Coimbra, prenaient position en faveur de la pleine souveraineté royale. D'autres, appartenant aux deux institutions en même temps, ou liées à elles d'une manière ou d'une autre, défendaient la vision scolastique traditionnelle du pouvoir. La discussion porte parfois sur des questions qui concernent directement les plus grands collèges de l'université, Saint-Pierre et Saint-Paul. En résumé, des tensions et des conflits, tant au niveau des concessions du savoir que du pouvoir, existaient au sein des deux institutions, parfois portés par des éléments communs aux deux. La fondation de l'Académie royale a eu un impact immédiat. À partir de 1721, de nombreuses académies ont vu le jour dans tout le pays. Et en 1724, une académie a été créée au Brésil. Les académiciens surnuméraires de l'Académie royale y ont contribué de manière décisive, mais aussi l'influence de l'Université de Coimbra, car beaucoup de ces académies provinciales comptaient parmi leurs membres des magistrats qui avaient fréquenté l'université. Nous savons qu'à l'époque moderne, des dizaines de juristes de l'université de Bologne ont également fréquenté les académies italiennes. Et je veux rappeler Marie-Thérèse Guerrier. Le renouvellement des études de médecine était depuis longtemps une préoccupation de la Cour et faisait également l'objet de débats au sein de l'université, mais sans aucune efficacité avant la réforme pombaline de l'université. Au contraire, c'est précisément parmi ces académies provinciales qu'est fondée en 1749 l'Académie de médecine de Porto, qui se réclame des maximes de la nature, de l'empirisme et de la méthode expérimentale sur le modèle de l'Académie allemande des courriers de la nature. Son président est le docteur Manuel Fred Depache, diplômé en médecine de l'Université de Coimbra et candidat à des chaires universitaires. La grande majorité de ses membres sont des médecins portugais et espagnols, certains professeurs à Coimbra et d'autres professeurs dans des universités de différentes villes espagnoles. Elle comprend Saquete Barbosa, médecin académicien de l'Académie royale de médecine de Madrid, co-responsable de la Royal Society of London et qui participera à la rédaction des statuts de la faculté de médecine réformée par Coimbra. En 1749, cette académie présente une vision claire de ce que doit être la médecine et l'anatomie moderne.
anti-aristotélicienne et anti-galénique, adoptant la méthode expérimentale. Dans son discours inaugural, Saketti Barbosa considère que la décadence scientifique réside dans, je cite, l'université dépourvue du collège de médecine et de sciences naturelles. L'Académie de médecine de Porto mettra en place un réseau scientifique actif entre les savants portugais et espagnols. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le tout-puissant ministre, le marquis de Pombal, a réformé l'université qui comprenait également la faculté de médecine, mais il se méfiait des académies indépendantes et autonomes par rapport à un État qu'il voulait absolu. Cependant, l'université a fini par avoir une forte interconnexion avec l'Académie royale des sciences, fondée plus tard sous les auspices d'une nouvelle monarque et après que le puissant ministre se soit retiré. Les liens et les chevauchements entre l'université, l'Académie royale des sciences et les académies provinciales se poursuivront et deviendront encore plus nombreux et plus intenses. En prenant pour base tout cela, j'aimerais bien entendre les réflexions de la professeure Maria-Pia Donato au sujet des questions suivantes, s'il vous plaît. Tout d'abord, est-ce que dans le contexte italien et peut-être en France que vous connaissez bien aussi, l'intervention culturelle et politique des professeurs qui appartiennent à la fois aux universités et aux académies prend-elle la même forme et la même signification dans les deux institutions ou prend-elle une forme et une signification différentes dans chacune d'entre elles? Ensuite, peut-on dire en général que, comme il me semble être le cas au Portugal, l'institution royale, l'Académie royale par excellence, a fonctionné comme un apaisement des tensions opposées qui dominent le champ et les processus culturels et politiques? Il y a de coexistence et de compromis, même si on ne sont pas toujours pacifiques, sous le mécénat royal. Merci à tous. Merci. Alors, avec ces dernières questions, je passerai la parole à la professeure Maria Pia Donato et je rappelle les personnes présentes et celles qui sont en accompagnant cette séance en vidéoconférence que vous pouvez poser aussi vos questions à la suite et vous pouvez le faire en français, en italien, en anglais, parce que la professeure Maria Pia Donato maîtrise très bien les trois langues. Et si vous voulez le faire en portugais, on peut aussi traduire. Alors, je pense qu'il ne faut pas changer le microphone, vous pouvez parler. Ah, ok. C'est plus facile. Alors, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et merci pour votre commentaire qui en fait nous a apporté tellement d'éléments de comparaison et de réflexion. Alors, pour vos questions, je pense que alors, le rôle de la monarchie, le rôle de l'État a été toujours souligné par l'historiographie. Mais à mon avis, et vous avez raison de le souligner,
souvent, ce rôle a été un peu simplifié. On a une vision un peu trop mécanique de ce patronage loyal. Je pense très sincèrement que, comme vous le dites, l'une des fonctions des académies loyales est justement d'apaiser. Et ça, on le voit très, très, très bien en France. Enfin, déjà au XVIIe siècle, c'est le cas. Parce qu'en fait, si vous regardez la Royal Society ou l'Académie des sciences, finalement, c'est des pays, une monarchie qui sort d'une guerre civile, dans lesquels les questions politiques et les questions religieuses sont à l'ordre du jour. Et cette politique de, de mécénat des sciences, oui, bien sûr, ça sert à l'État, ça sert à la monarchie, à l'autorité de la monarchie, mais ça sert surtout comme espace de conciliation. Et je pense que de ce point de vue-là, ça c'est un peu la différence, c'est la grande différence avec Rome, parce que à Rome aussi, en principe, toutes les académies servent à la conciliation, mais là où les conflits et la pluralité est telle que cette pacification ne peut se faire, est trop complexe, surtout au vu du fait que les pontificats durent assez peu de temps. Et des papes comme Clément XI ou Benoît XIV sont assez exceptionnels parce qu'ils ont des règnes assez longs, qui dépassent 20 années. Enfin, pour Clément XI, 21 années, pour Benoît XIV, 18, c'est déjà de temps assez long. Mais tous les restes des pontificats sont toujours beaucoup plus courts. Donc, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que c'est une question qu'il faut reprendre de manière un peu comparative, à la fois pour les universités et pour les académies. Et ce qui change, par contre, c'est un peu, je trouve, le rapport que le pouvoir a avec les universités, pour le coup. Parce que là où il y a enfin, disons que les degrés de médiation sociale et politique entre la monarchie et les universités varient de manière très considérable dans chaque pays européen sur la chronologie qu'on vient de dire. Donc, d'une certaine manière, il est vrai que parfois les académies sont faites aussi pour favoriser une conciliation que les facultés essayent de nier, ou même si dans la réalité les choses sont beaucoup plus complexes, les facultés parfois affichent la volonté de ne pas ouvrir à la conciliation. Et si on pense à l'Université de Paris dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on voit assez clairement que dans la réalité, il y a un peu de tout, dans les différentes facultés, il y a différentes tendances, mais de manière corporative, ils opposent une certaine résistance. Et les académies loyales contournent cette résistance, comme vous venez de le dire, par rapport à,
Portugal, même avec une chronologie un peu différente. Euh, alors, pour les États du Pape, pour Bologne, pour Padoue, c'est pas du tout ce cas-là, c'est pas cette configuration-là, parce que pour le coup, là, la force corporative, le poids relatif, disons, est, dans l'équilibre de pouvoir est assez, est à la fois plus nuancé et plus enfin, il y a plus de médiation, hein, disons, entre les pouvoirs et l'université. Et pour ce qui est de votre première question, je pense qu'on est loin d'avoir un panorama complet. On ne peut pas vraiment répondre pour l'instant à votre question. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les historiographies des universités, l'historiographie des réformes, hein, parce que ça c'est un autre filon qui est un peu, et l'université, et l'historiographie sur les académies, ils se croisent, ils se chevauchent, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes questions. Et du coup, l'historiographie sur les académies, par exemple, note si quelqu'un enseigne à l'université, mais l'historiographie, finalement, ne s'intéresse pas du tout à ce que l'intellectuel ou le professeur fait dans son enseignement. Et l'historiographie sur les réformes s'intéresse beaucoup à ce binôme université-académie, mais selon une téléologie qui est assez figée. Et du coup, il y a les méchants, les bons et les méchants. Les bons, c'est ceux qui facilitent les réformes éclairées, et les méchants, c'est les conservateurs, ce qui résistent, etc. Mais finalement, on devrait avoir peut-être une approche un peu plus souple pour essayer de comprendre les dynamiques dans chaque contexte, les appartenances multiples, la question des élites. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment de réponse parce que je pense on a encore un peu de travail à faire pour suivre ces personnages. Merci beaucoup. Bon. Merci encore.